Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux intelligences artificielles et en particulier aux questions de droit d'auteur qui sont posées par ces intelligences artificielles. Donc comme vous le savez, par exemple pour ChatGPT, c'est tout à fait possible de créer un texte avec ChatGPT, donc la question des droits d'auteur se pose, et de la même manière, pour les intelligences artificielles qui créent des images, c'est encore plus parlant, comme par exemple DALL-E, Stable Diffusion ou encore Midjourney. Donc on va se poser trois questions relatives aux droits d'auteur concernant les contenus créés par ces intelligences artificielles. Première question, est-ce que ces contenus sont protégeables par le droit d'auteur, tout simplement? Ensuite, à qui appartiennent les contenus générés? Et enfin, qu'en est-il du droit des tiers sur ces contenus générés? Donc en premier lieu, pour la protection des contenus par le droit d'auteur, on va avoir deux cas de figure en fait. Soit les contenus sont protégés par le droit d'auteur de la société éditrice du logiciel, soit les contenus sont protégés par le droit d'auteur qui appartiendrait à l'utilisateur du logiciel. Donc premier cas de figure, les droits d'auteur éventuels appartiendraient à la société éditrice du logiciel. Donc pour cela, il faut savoir en fait si l'intelligence artificielle est capable de produire un contenu qui serait protégeable par le droit d'auteur. Et donc le critère principal pour savoir si c'est protégeable par le droit d'auteur, c'est le critère de l'originalité, qui peut se définir comme l'empreinte de la personnalité de son auteur. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une part de l'essence ou encore de la substance de l'auteur qui se retrouve dans l'œuvre. En fait, c'est une partie de son âme, si vous voulez. Donc on voit que c'est un critère qui est quand même très subjectif et très humain, qui semble exclure un contenu qui serait fabriqué, qui serait créé par un robot. En effet, la jurisprudence a toujours retenu que si le contenu qui réclame la protection a été créé selon des exigences exclusivement techniques, le contenu ne peut être protégé par le droit d'auteur puisque il est dicté exclusivement par la technique et donc il n'y a pas de place pour l'abstrait, il n'y a pas de place pour l'aléatoire, il n'y a pas de place pour le subjectif. Et donc là, c'est le cas en fait puisque les contenus qui sont créés par ces intelligences artificielles découlent en fait simplement de processus et d'automatismes qu'ils ont appris, mais il n'y a pas d'aléatoire. Et donc là encore, ça semble exclure la protection par le droit d'auteur. Et enfin, pour confirmer encore une fois cette position, sachez que le code de la propriété intellectuelle prévoit que seule une personne physique peut revêtir la qualité d'auteur. Donc clairement, un robot ne peut pas être considéré comme auteur. De ce fait, ça confirme en fait le fait que les contenus ne sont pas considérés comme des œuvres dont les droits d'auteur appartiendraient à la société éditrice du logiciel, donc en l'occurrence OpenAI. Ensuite, est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager un droit d'auteur qui appartiendrait cette fois-ci à l'utilisateur du logiciel? Donc il y aurait deux moyens en fait de considérer que l'utilisateur puisse être à l'origine d'un droit d'auteur. Donc premier moyen, a priori, lorsque l'utilisateur rédige sa requête. Donc il est vrai qu'on peut considérer que certaines requêtes sont originales et font ressortir la personnalité de leur auteur. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont très recherchées aujourd'hui parce qu'elles ont des compétences pour savoir rédiger les requêtes et obtenir un résultat. Donc c'est un vrai savoir-faire. D'ailleurs, si vous demandez à 10 personnes de rédiger une requête pour obtenir un résultat donné, chacune va la rédiger différemment. Donc il y a bien une part de subjectivité, une part d'abstrait qui pourrait laisser la place à un droit d'auteur. Mais attention, ce n'est pas parce que la requête est protégée par le droit d'auteur que le résultat de cette requête est protégé par le droit d'auteur. Et dans tous les cas, on pourrait aussi éventuellement considérer que la requête c'est une idée, puisque c'est simplement une idée, ce n'est pas la matérialisation de cette idée. Or, comme vous le savez, en droit d'auteur, les idées ne sont pas protégeables. Donc, déjà, difficile de considérer que la requête est protégeable, et même si c'était le cas, cette protection ne s'étendrait pas forcément au contenu qui est créé. En plus, d'un point de vue plus technique, cela supposerait en fait, de garder toutes les requêtes que vous avez faites pour pouvoir les utiliser à titre de preuve. Et il y aurait des gros problèmes en termes de preuve puisque du coup, vous imaginez si toutes les personnes venaient réclamer des droits d'auteur sur le contenu qu'elles avaient créé juste parce qu'elles avaient rédigé une requête, ça serait très compliqué en termes de preuve.
Et en fait, de toute façon, considérer que l'humain a un droit d'auteur sur le contenu qui est créé par sa requête, aussi originale soit-elle, c'est un petit peu rabaisser, entre guillemets, l'intelligence artificielle à un simple outil, à une simple machine automatique, alors que son nom contient bien le terme intelligence. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont fait des parallèles avec la photo, puisque au début, les photographies n'étaient pas protégées par le droit d'auteur, puisqu'on considérait que la personne en fait n'avait pas fait œuvre créatrice, puisqu'elle avait simplement appuyé sur un bouton et que c'était l'outil qui avait fait tout le travail. Après, on s'est rendu compte que bien évidemment, une photographie, ça peut être original, puisque ça laisse clairement transparaître la personnalité de l'auteur, et donc certains auteurs pensent que pour les intelligences artificielles, ça va évoluer de la même manière et on va se rendre compte qu'en fait, il y a vraiment une originalité, une créativité dans la création des requêtes et que l'outil de ChatGPT, par exemple, c'est simplement un outil. Mais à mon sens, c'est pas vraiment pareil puisque ChatGPT, ce n'est pas mécanique comme un appareil photo, il y a quand même une vraie œuvre créatrice. Donc c'est pas vraiment similaire, mais il faut en tout cas au cas par cas essayer de voir à quel point l'intervention humaine prédomine. Et là pour l'instant, pour les intelligences artificielles, ce n'est pas encore fixé, et donc il est difficile de retenir un droit d'auteur qui appartiendrait à la personne qui a rédigé la requête. Ensuite, on peut retenir également un droit d'auteur de par une intervention a posteriori si la personne modifie le contenu qui lui a été délivré par l'intelligence artificielle de manière significative pour obtenir vraiment une œuvre subjective. Donc là, c'est possible. Mais encore une fois, attention, puisque même si dans ce cas-là, la protection est envisageable, les politiques d'usage des différents éditeurs de ces logiciels contraignent en fait l'utilisateur à indiquer qu'il a utilisé une intelligence artificielle et donc que le résultat n'est pas 100% humain. Donc si vous réclamez une protection à ce titre, vous devrez quand même indiquer que vous avez utilisé une intelligence artificielle, et c'est également le point de vue de l'American Copyright Office. Donc même si ces deux cas de figure sont envisageables, que ce soit l'intervention a priori avec la rédaction des requêtes ou l'intervention a posteriori avec la modification du contenu, il est préférable, on va dire, il est plus prudent aujourd'hui de considérer qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur les contenus produits par ces intelligences artificielles. Les conséquences sont très importantes puisque ça veut dire que tous ces contenus-là peuvent être copiés sans autorisation et sans rémunération. Donc il faut faire attention quand vous utilisez ces contenus-là. Sur la nature du coup de ces contenus, eh bien c'est simplement des biens immatériels de droit commun qui peuvent être appréhendés seulement par une appréhension matérielle. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, c'est comme quand vous avez un tableau, vous avez la propriété matérielle, mais vous n'avez pas la propriété intellectuelle. Le tableau, vous l'avez accroché chez vous, mais vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez puisque vous n'êtes pas titulaire de la propriété intellectuelle. Là, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle. Ils peuvent être seulement appréhendés matériellement, donc vous pouvez l'avoir sur votre ordi, mais tout le monde pourra le copier. Ça ressemble un petit peu à d'autres œuvres qui n'ont pas d'auteur en propriété intellectuelle, comme par exemple les selfies qui avaient été pris par un macaque. Donc sachez qu'il y a eu toute une saga, une jurisprudentielle, et finalement il a été décidé qu'il n'y avait pas de droit d'auteur sur ces photos, puisqu'elles n'avaient pas été prises par un auteur, au sens du droit de la propriété intellectuelle, qui doit être une personne physique. Donc c'est un petit peu la même chose pour ces contenus-là, en tout cas en l'état du droit actuel, mais c'est bien sûr amené à évoluer de par effectivement la place prise par l'humain dans la création de ces contenus. Alors ensuite, rapidement sur l'appartenance des contenus générés, donc j'ai posé la question à ChatGPT qui m'a indiqué que les contenus générés appartenaient à l'éditeur de logiciel, donc OpenAI, mais de quand même vérifier les CGV parce qu'il n'était pas sûr, donc voilà, du coup je suis allée voir les CGV, enfin les CGV plutôt de OpenAI, et effectivement c'est l'inverse en fait qui préconise. Donc ces CGV nous indiquent qu'il y a une dévolution expresse des droits aux utilisateurs. Donc en gros, alors deux raisons à ça. Donc déjà je pense que ChatGPT a conscience finalement que les contenus ne peuvent pas ne peuvent pas être considérés comme protégés par les droits d'auteur, donc du coup il sait qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de valeur, donc il peut les transférer aux utilisateurs sans rémunération. Et aussi je pense que cela découle de l'existence même du logiciel qui est basé sur le partage en fait. Donc quand vous créez du contenu avec ChatGPT, il va vous donner la propriété de ce contenu.
Et en échange, il va capter les informations que vous lui donnez. Donc ça, c'est aussi une autre question qui pourra être abordée dans une prochaine vidéo. Mais voilà, dans tous les cas, on l'absence de droit d'auteur sur ces contenus, alors qu'il est cette question est de moindre importance. Donc on va s'intéresser en troisième lieu à la dernière question, qui est selon moi la plus intéressante, c'est la question du droit des tiers. Donc comme vous le savez, les questions d'intelligence artificielle posent beaucoup de sujets concernant les droits des tiers. Donc ça peut être des droits d'auteur, comme on va le voir, mais aussi tout type de droits, comme par exemple les droits concernant les données à caractère personnel. Donc s'agissant des droits d'auteur, on peut isoler 3 cas qui semblent porter atteinte aux droits d'auteur des tiers. Donc premier cas, c'est le problème du scrapping ou encore deep learning. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est le mécanisme qui va permettre aux intelligences artificielles de fonctionner, c'est-à-dire qu'on va leur donner à emmagasiner, à apprendre énormément de connaissances, énormément de bases de données, qu'elles vont apprendre, et ensuite ça va leur permettre de faire des déductions et de répondre à toutes les questions que vous leur posez. Donc en fait, c'est comme un humain. Il va pas vous ressortir exactement ce qu'il a appris, il va vous faire des déductions. Le problème, c'est que parmi ce contenu que les intelligences artificielles doivent étudier pour pouvoir répondre aux requêtes des utilisateurs, il y a du contenu protégé, forcément, puisque quand vous demandez, par exemple, ChatGPT de vous faire un texte à la manière de Amélie Nothomb, par exemple, eh bien, il va vous le faire, et donc ça veut dire que forcément, il a dû emmagasiner des livres et des ouvrages écrits par Amélie Nothomb. D'ailleurs, il y a déjà une affaire en cours qui concerne la base de données Getty Image, qui a intenté une action contre Stability Intelligence Artificielle, puisqu'elle estimait que cette intelligence artificielle avait scrappé son contenu qui était protégé. Donc par rapport à ça, il y a quand même une défense qui s'offre aux éditeurs de logiciels, qui concerne l'article L122-5-3 grand 3 du CPI. Donc là, ça vous parle pas trop, mais je vais vous expliquer ce que cet article dit. En fait, cet article concerne la fouille des textes et des données, donc qui est en fait le scrapping, et qui permet une exploitation à toute fin, donc même commerciale, de copies ou de reproduction numérique d'œuvres protégées, si, attention, il existe une possibilité pour les auteurs d'avoir un opt-out. Donc ça veut dire, en gros, les éditeurs de logiciels ont le droit de scraper du contenu, à condition de permettre aux auteurs une fois qu'ils ont l'information que ce contenu a été scrappé, eh bien de refuser. Alors, il y a plusieurs critiques en fait à ce système, et aussi du coup des critiques qui vont nous permettre de penser que ça ne sera pas applicable concernant ces intelligences artificielles-là. Mais tout d'abord, il y a une grande complexité pour les auteurs de pratiquer cet opt-out. Et ensuite, ce que je trouve assez dommage, c'est qu'on a quand même un inversement du système de la propriété intellectuelle qui normalement repose sur principe interdiction de copier, exception autorisation. Et là, en fait, c'est l'inverse. Principe autorisation, exception interdiction si l'auteur pratique son opt-out. Donc voilà, mais en l'état des choses, c'est un argument qui pourrait être invoqué par ces sociétés-là, et donc qui ne pourrait pas être condamné pour contrefaçon, en tout cas concernant le scrapping, sauf si elles ne respectaient pas les possibilités d'opt-out, ou encore qu'ils ne retiraient pas les contenus suite à l'opt-out de certains auteurs. Donc ça, c'était pour le problème du scrapping. On voit que potentiellement les éditeurs de logiciels peuvent s'en sortir. Deuxième problème, une contrefaçon plus classique. Vous demandez à ChatGPT de produire un tableau, comme par exemple la Joconde, en noir et blanc. Donc en gros, vous demandez vraiment de faire reproduire un tableau. Alors la Joconde, c'est pas forcément le meilleur exemple puisque c'est dans le domaine public, je pense, mais un tableau qui est encore protégé. Donc en noir et blanc, alors qu'en fait de base il était en couleur. Donc c'est vraiment une reproduction du tableau, c'est donc clairement une contrefaçon. Et bien là, en fait, on aurait un risque, effectivement, qu'il y ait une action en contrefaçon. Mais du coup, la question, elle est assez délicate, puisque qui va être considéré comme contrefacteur, en fait? On dirait que les logiciels éditeurs, enfin les éditeurs de ces logiciels ont un petit peu
anticiper ce problème-là, puisque quand on lit les politiques d'usage de OpenAI par exemple, on voit que la condition en fait sine qua non à la cession des droits sur ces contenus aux utilisateurs, c'est que les utilisateurs ensuite s'assurent que ces contenus ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle par exemple et à d'autres droits des tiers. Donc en fait, ces sociétés éditrices de logiciels font reposer la responsabilité de vérifier que ces contenus ne soient pas illicites sur les utilisateurs. Donc c'est un petit peu un moyen pour eux d'anticiper des éventuelles actions en contrefaçon, où ils vont invoquer la responsabilité de l'utilisateur et que c'est à l'utilisateur de ne pas demander à ChatGPT par exemple de produire des contenus contrefaisants. Ça pourrait nécessiter une discussion puisque l'utilisateur pour se défendre va indiquer que c'est quand même un outil qui a scrappé des éléments comme ça, des éléments protégés, et qui va les réutiliser de manière autonome. Donc il y a une question en fait sur la responsabilité de cet éventuel acte de contrefaçon. Et ça se recoupe aussi avec le dernier cas de figure que je voulais évoquer avec vous, c'est le cas de l'inspiration. Donc là, c'est un petit peu plus tempéré, c'est-à-dire que vous n'allez pas demander à ChatGPT de copier une œuvre, mais vous allez lui demander de écrire un texte ou, par exemple pour les autres intelligences artificielles qui font des images, faire un tableau à la manière de... Donc là, ça dépend. Soit dans ce qu'il vous propose, il y a vraiment une copie, il y a vraiment une reproduction d'un tableau ou d'un texte d'un auteur. Là, c'est une contrefaçon. Si c'est pas vraiment une reproduction, mais que c'est vraiment juste une inspiration, on sera plus sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, donc la concurrence déloyale ou parasitaire, qui pourront donc être invoquées par les auteurs en question, et donc demander une réparation de leur préjudice, puisqu'ils auront un préjudice économique du fait que, du coup, vous leur volez un petit peu leur exclusivité, et aussi un préjudice moral puisqu'ils ont été copiés. Donc voilà, mais là encore, la question de la responsabilité se pose. Est-ce que le responsable, c'est l'éditeur de logiciel qui crée un logiciel qui donne accès à la possibilité de faire des contrefaçons, ou bien c'est l'utilisateur qui a demandé au logiciel de créer une contrefaçon? Alors pour répondre un petit peu à ce débat, sachez qu'il va y avoir un nouveau projet de règlement européen qui s'appelle le Intelligence Artificial Act, qui a pour but de réguler toutes les questions concernant l'intelligence artificielle, donc toutes les questions qu'on s'est posées dans cette vidéo, et qui prévoit entre autres d'instaurer un modèle pour prévenir la génération de contenu illégal. Donc en fait, ça serait que les éditeurs de logiciels seraient obligés d'ajouter une nouvelle fonctionnalité en fait à l'intérieur des logiciels pour empêcher justement la création de ce genre de contenu. Et voilà, donc du coup pour conclure, on a beaucoup de questions qui se posent concernant l'intelligence artificielle. J'ai évoqué tout à l'heure aussi la question des contenus utilisateurs qui sont captés par ces intelligences artificielles, et bien quel est leur devenir. Il y a aussi des questions éthiques, est-ce qu'il est vraiment nécessaire, est-ce qu'il est vraiment pertinent d'opérer un assouplissement du droit d'auteur, ou bien est-ce que c'est obligatoire pour pouvoir continuer à progresser en termes de technique, d'innovation. Est-ce que ça ne serait pas pertinent de procéder à un renforcement de certaines dispositions en obligeant par exemple les personnes qui utilisent les contenus issus de ces intelligences artificielles de faire apparaître une bannière indiquant que ces contenus proviennent donc pas à 100% de l'être humain, comme c'est déjà le cas dans les politiques d'usage, mais là aujourd'hui on peut très bien ne pas le faire, donc est-ce que ça serait pas pertinent d'instaurer une obligation d'ajouter une bannière? En effet, ça permettrait d'éviter de nombreux risques, puisque comme vous le savez, grâce à ces outils, on peut créer beaucoup de choses, beaucoup de fake news, des faux discours d'hommes politiques qui sont très réalistes, des faux tableaux peints par un peintre, des fausses chansons peintes par un chanteur qui n'a jamais chanté cette chanson. On peut faire parler des personnes décédées, leur faire dire des choses qu'elles n'ont jamais dites. Il y a des choses très préoccupantes qui peuvent être faites avec ces outils, et donc là encore, c'est le travail du projet de règlement européen de réfléchir à ce type de bannière, et c'est déjà le cas d'ailleurs puisque je crois que cette disposition apparaît dans le projet de règlement.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci.